Bonjour Nathalie, bonjour Hervé. Alors, on va commencer avec vous Nathalie. Vous avez donc écrit un livre que Charlotte vient de mentionner, Le Nouveau Monde des médias, une urgence démocratique. Alors malheureusement, on n'a pas le livre à l'écran, mais en tout cas, je vous conseille effectivement de le lire. Et donc, c'est sous-titré « Une urgence démocratique ». Et j'ai envie de commencer par, est-ce qu'il y a vraiment urgence? Est-ce qu'on n'agite pas un peu trop le chiffon rouge? Est-ce qu'on en est vraiment là? Alors bonjour à tous et merci de cette invitation. Oui, je pense qu'il y a une urgence, au moins à deux égards. On ne va pas faire tout le livre ce matin, mais en tout cas au moins à deux égards. Premier égard, c'est qu'une étude a été réalisée en 2019 aux États-Unis, qui en même temps comprenait de nombreux pays européens, la France, l'Espagne, l'Italie ou encore la Grande-Bretagne, et qui mettait en évidence combien aux États-Unis prioritairement, en fait, on observait depuis l'arrivée du numérique, donc on a une quinzaine, voire une vingtaine d'années de recul, comment finalement l'arrivée du numérique dans les foyers transformait profondément les façons que les gens ont de s'informer. Et cette arrivée-là, c'est finalement accompagné d'un abandon d'une lecture d'une presse papier d'abord, et puis ensuite d'une consommation des médias dits traditionnels. Et cette étude-là qui s'interne dans le temps, on voit aujourd'hui aux États-Unis qu'un canton sur deux a perdu un titre de presse quotidienne. Donc on parle de désert informationnel. Alors on pourrait dire que finalement c'est dommage, mais c'est peut-être tout simplement la loi du marché. Le truc, c'est que ce qui accompagne, et c'est la raison pour laquelle il est certainement un enjeu fondamental pour ce matin, le rôle des médias, le sens que les médias donnent. Raphaël Enthoven vient nous en donner quelques éléments, mais le sens même, c'est comprendre en fait. C'est l'envie de comprendre. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a une véritable diminution de l'intérêt pour la chose publique, l'intérêt de la compréhension, et ça se traduit totalement dans les votes. Donc aujourd'hui, il y a causalité et corrélation avec la baisse en fait du nombre de titres, notamment de presse quotidienne régionale, avec le fait de ne pas aller dans les urnes. Ce point-là, c'est complètement généralisé. Mais de ne pas aller dans les urnes ou de voter d'une manière spécifique, enfin d'un côté ou de l'autre? Est-ce que ça influe le vote ou ça influe juste de ne pas voter? En fait, c'est le deuxième effet, si j'ose dire, qui se coule de l'urgence démocratique. Il y a ce premier effet évident que l'on constate dans la pratique informationnelle. Et puis, il y a un second effet qui, celui, est plus entré dans le modèle économique des médias. On le sait aujourd'hui, on voit bien comment fonctionnent les plateformes numériques. Elles s'appuient sur des modèles de recommandation, à savoir une collecte massive de données à laquelle s'y adjoint de l'intelligence artificielle et de l'algorithmie. Et derrière, là, ce point-là, eh bien, qu'est-ce que l'on cherche? Les médias traditionnels ont deux grandes missions. Elles ont la mission d'une entreprise classique de maximiser un profit, donc je cherche également à faire du profit, donc de toucher une cible. Les annonceurs ont ce rôle-là et c'est la raison pour laquelle ils vont investir dans un espace publicitaire, dans la télévision ou dans la presse, mais ils ont également une mission, celle d'informer. Donc que ce soit des médias publics, que ce soit des médias privés, dans tous les cas, cette mission-là est celle d'informer. Lorsque je regarde les plateformes numériques, en l'occurrence les GAFAM, elles n'ont absolument pas cette mission de devoir informer le public, elles ont une mission de maximiser le profit. Donc l'objectif, c'est finalement d'orienter une algorithmie en vue de toucher un public, de toucher la cible et d'être beaucoup plus efficace économiquement parlant. Donc il y a cet enjeu derrière qui est un enjeu démocratique, qui est celui de finalement, elle distribue une information, mais elle oriente cette information-là. L'autre point, c'est la question de la manipulation. Plus il y a de la fake news, il y a de la polarisation, il y a du cash. Eh bien, en fait, je génère du clic au maximum. Et en générant du clic, eh bien, cette polarisation-là conduit finalement à déstabiliser nos démocraties. Et alors, donc, vous mentionnez le désert informationnel, la façon dont énormément de titres ont disparu, notamment aux États-Unis, puisqu'il y a maintenant des titres, grosso modo, sur la côte est, sur la côte ouest, mais il y a énormément de trous au milieu. Hervé, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que les marques s'inquiètent de ce rétrécissement du paysage médiatique? Est-ce que les marques s'inquiètent d'éventuels déserts informationnels ou est-ce que ce n'est pas vraiment votre préoccupation? Est-ce que les marques ont à s'inquiéter de ça? Bonjour à tous. Non, je pense que les marques, en fait, elles ont tout intérêt à un paysage média aussi diversifié et pluriel que possible. C'est
comme la garantie et l'assurance d'un débat libre et d'une information de qualité. Elles ont intérêt à un paysage média diversifié aussi parce que c'est de cette manière-là qu'elles peuvent toucher un public aussi large et différencié que possible. Donc, elles sont, de mon point de vue, totalement intéressées et moteurs sur le pluralisme des médias. J'ajouterais ensuite que pour les marques, avoir un environnement de qualité est aussi extrêmement important pour la crédibilité, la légitimité aussi de leur message. Voilà, et dernier point, peut-être aussi, quand on regarde, alors ça dépend aussi des marques, hein, de leur audience, de leur stratégie de communication, mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup de marques qui continuent d'investir très régulièrement dans la presse de proximité, qu'elle soit B2C, B2B, et tant mieux, hein, et ça reste extrêmement important. Donc, est-ce que les marques s'inquiètent? En tout cas, les marques aujourd'hui, elles ont évidemment, ou les annonceurs, elles ont comme objectif de toucher le bon public, mais elles sont en tout cas certainement partie prenante pour préserver, protéger, développer un paysage média aussi diversifié que possible. C'est très important. D'accord. Mais est-ce que dans ce qu'on évoque, et ce qu'on va évoquer toute la matinée, c'est-à-dire le fait que, aussi bien ce qu'a dit l'ARCOM ou le SRI, c'est-à-dire que la presse souffre en termes de recettes publicitaires et donc d'environnement, est-ce que, et on a fait ce colloque aussi pour une certaine prise de conscience, est-ce que au sein des marques que vous côtoyez tous les jours, est-ce qu'il y a cette prise de conscience où finalement c'est un enjeu plus politique et moins économique, ou en tout cas moins marketing, et est-ce que les marques sont assez loin de ce danger de modèle économique de la presse? Non, mais ce que je pense, nous, encore une fois, on n'est pas une instance politique qui peut décider du rôle de tel ou tel acteur. On n'est pas là pour édifier des règles, on est d'abord là pour protéger, défendre, je dirais, la liberté de communiquer, hein, pour les annonceurs. Et donc, ce qui est important, c'est, me semble-t-il aussi, et c'est ce qu'on essaie de faire à l'Union des marques, qu'on milite pour des règles équitables. Hein, et si on parle par exemple de l'audience, que l'audience soit mesurée de façon équitable et cohérente d'un média à l'autre, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Hein. Certains médias ont un tiers indépendant qui mesure l'audience, d'autres pas. Bon, déjà, si on avait ce type de règles-là, ce serait, à mon avis, un vrai progrès. Et alors, puisqu'on parle de publicité ou d'investissement publicitaire, Nathalie, dans toutes vos études, vos analyses, ou peut-être même dans votre livre, quel doit être, selon vous, le poids de la publicité dans le modèle économique des médias? C'est-à-dire, est-ce qu'à terme, vous considérez que ça doit rester central, ou en tout cas une part importante? Aujourd'hui, ça pèse en moyenne 25% pour la presse d'information. Ça peut monter à plus pour certains, moins pour d'autres, mais c'est une moyenne. Est-ce qu'à terme, il faut inventer ou trouver un autre modèle économique, ou est-ce qu'on doit rester sur ce modèle-là? En fait, si on regarde aujourd'hui, en 15 ans, la presse a perdu 70% de ses revenus publicitaires. Donc, la durée d'écoute par individu concernant les chaînes de télévision traditionnelles diminue lentement, mais ce dont on s'aperçoit compte tenu des pratiques des plus jeunes, c'est lentement mais sûrement. En fait, on a un modèle économique qui aujourd'hui, on est dans un monde, on va dire, démocratique. Avant d'entrer dans le modèle, on est dans un monde démocratique qui continue d'être en transition. Il y a deux transitions majeures. Il y a d'une part une transition technologique qui n'est pas terminée. Hein. L'IA et l'IA générative débarquent aujourd'hui dans notre économie. C'est un premier point. On a cette révolution technologique, mais à laquelle vient s'ajouter, et pour l'instant on commence à peine à prendre conscience, c'est de la crise climatique. Et on ne peut pas ne pas penser aux deux pour demain la presse, dont le modèle économique va voir une mue gigantesque. Le deuxième facteur qui est déjà installé aujourd'hui et dont toutes les études mettent en évidence que ça ne veut faire que s'amplifier, c'est que les positions que les GAFA occupent, les GAFAM avec Microsoft derrière, occupent une position hégémonique. Elles occupent une position hégémonique dans l'accès à l'information, elles occupent une position hégémonique dans la distribution de l'information, et elles occupent enfin une position hégémonique dans la publicité programmatique. La dernière étude de GAFAM, la dernière étude qui a été réalisée par l'ARCOM et la DGMIC,
mettait en évidence que Google, aujourd'hui, sur la publicité programmatique, était en position dominante. Et derrière la position dominante, on y trouve tout de suite l'abus de position dominante. En tout cas, les économistes regardent cela de très près. Et on voit également que cette position-là, toujours dans cette étude qui a été mise en évidence, on se transpose à 2030 et on y dit que si aujourd'hui les GAFAM prennent à peu près 30 à 40% du marché, ça sera 2/3 en 2030. C'est-à-dire que les 2/3 de la croissance économique et donc de la publicité numérique sera capté par les GAFAM. Donc on voit bien que le modèle économique traditionnel que l'on connaît depuis Émile de Girardin de 1836 en disant j'ai besoin à la fois de la vente au numéro et d'autre part de la financement publicitaire ne peut plus jouer. Déjà 86% des Français aujourd'hui ne payent pas pour s'informer. Et donc, il faut clairement se tourner vers une autre financiarisation. Et cette financiarisation est tout à fait possible. Il faut penser à un nouveau business model des médias, trouver en fait les moyens que les médias puissent continuer à jouer leur rôle de garant et de vecteur de notre démocratie. Parce que c'est bien ça qui compte. On ne parle pas tout simplement d'entreprise économique, on parle d'entreprises qui donnent du sens et qui doivent être des garants de notre économie. Et je pense qu'il faut inverser dès à présent la financiarisation et penser à une taxe sur les liens par les GAFAM ou une commission qui serait versée par les GAFAM aux médias. Carrément. Carrément. Hervé, est-ce que les marques, finalement, qu'on peut pointer du doigt parfois en disant qu'elles n'investissent pas suffisamment derrière tel ou tel média, est-ce que finalement elles ne jouent pas un rôle sociétal, voire démocratique, qui va bien au-delà de leur investissement publicitaire? Finalement, ce sont devenus des acteurs au service du bien commun, au service de la société, et en produisant des contenus, parfois, comme les médias. Et est-ce que finalement les marques qu'on peut diaboliser parfois n'ont pas finalement un rôle sociétal presque aussi important que les médias? Oui, alors peut-être d'abord deux principes simples à rappeler. Le premier, c'est que les marques, comme toute entreprise, elles agissent, elles se développent aujourd'hui dans un monde ouvert, concurrentiel, et donc elles doivent faire quotidiennement la preuve de la qualité de leurs produits, de leurs services. Ça, c'est quand même important à rappeler. C'est aussi, deuxièmement, par l'innovation d'ailleurs, que ces mêmes marques créent la différence et peuvent du coup répondre au plus près et au mieux aux besoins très changeants des gens, de leurs consommateurs. Donc, ayant dit ça, maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, une marque, elle ne peut plus se contenter, aujourd'hui, me semble-t-il, de ne se concentrer que sur ses produits et son service, sans en même temps embrasser, comprendre les problématiques de leurs consommateurs, qui agitent leurs consommateurs, et ces mêmes consommateurs étant aussi des citoyens. Donc, elles ont un rôle là-dessus, à mon avis, très important à jouer. Alors, on les appelle parfois les love brands ou les métamarques, qui en fait deviennent des acteurs un peu multidimensionnels, culturels, patrimoniaux, sociétaux ou environnementaux. Et moi, je crois beaucoup aujourd'hui au rôle des marques en tant que sur trois dimensions. D'abord, elle doit créer de la valeur, elle doit exprimer ses valeurs et elle doit partager la valeur. Ça me semble important, tout en restant fidèle à son histoire, restant fidèle à ses consommateurs et puis fidèle à son métier. Et c'est vrai que quand vous regardez pas mal de marques aujourd'hui, il y a pas mal d'exemples qui montrent que beaucoup de marques s'engagent dans des causes sociales ou environnementales, utilisent leur notoriété, leurs ressources pour sensibiliser ou éduquer leur public à des causes qui leur sont chères. Alors il y a pas mal d'exemples qu'on peut citer. Moi, je m'occupe d'un groupe que vous connaissez qui s'appelle L'Oréal. Toutes nos marques aujourd'hui épousent des causes qui correspondent à leur ADN. Par exemple, L'Oréal Paris est une marque aujourd'hui qui de tout temps s'est investie dans la défense des femmes, dans l'empowerment des femmes, et qui aujourd'hui effectivement a mené et développé une cause importante pour lutter contre le harcèlement de rue. Et on essaie de le faire avec beaucoup d'impact, mais il y a d'autres acteurs, Decathlon et le sport, Carrefour sur la consommation responsable. Et je pense que c'est très important, parce que c'est effectivement le rôle aujourd'hui qu'elles ont à prendre, qui est de sensibiliser, d'éduquer. Ça me paraît très important, et ça participe du coup aussi, je pense, à quelque part une forme d'éducation et de comportement responsable, et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, par exemple, à l'Union des marques, avec Jean-Luc Chétry, on pousse aussi beaucoup, sachez-le,
à la communication responsable aussi, hein, tant dans le contenu que dans la diffusion. Ça aussi, ça nous paraît très important. Non, moi, je suis assez d'accord sur la façon dont les marques contribuent maintenant au débat sociétal. Et finalement, effectivement, l'exemple sur le harcèlement ou sur l'empowerment des femmes, finalement, tout ce que les grands journaux d'information peuvent mettre en avant dans des débats est aussi relayé par des marques comme celle dont tu parlais. Merci à tous les deux. Je pense qu'on va reparler pas mal ce matin d'éventuelles taxes. Donc, je ne sais pas si la proposition de Nathalie sortira renforcée de cette matinée, mais nul doute qu'on va en reparler dans nombre de débats. Merci à vous deux d'être venus ce matin.